entreprise qui est engagée dans cette circularité, qui a fait ce travail aussi d'avoir une réflexion plus orientée sur et son amont et son aval, pas que sur son cœur on va dire par exemple dans les usines ou dans des industries sur son cœur de métier, mais vraiment cette réflexion plus large. Est-ce que ça aujourd'hui c'est quelque chose qui peut aider les entreprises et est-ce que vous percevez le fait que quand on est justement engagé dans cette logique de circularité, on s'en sort différemment ou c'est perçu différemment? Il y a des spécificités liées à ça? Ah, peut-être l'élément principal sorti de crise sur les questions de circularité, ça a été la prise en compte très globale de ce sujet. Juste avant, on avait eu la loi GEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui avait déjà mis en exergue ces questions-là, mais on voit que c'était très tourné information du consommateur et pas forcément transformation des modèles économiques. Ça avait été abordé un peu. Alors, par exemple, dans la feuille de route économie circulaire en 2018, on parlait sécurisation des approvisionnements. Ça n'avait pas du tout été repris dans la loi. Alors, pour différentes raisons. Déjà, je pense qu'il y avait un peu cette peur de l'écologie punitive. Et puis aussi, parce que tout ça était une vue de l'esprit. La sécurisation des approvisionnements, ouais, bon, ok, mais au fond, quel risque on court? Là, le risque, on l'a touché du doigt. Enfin, et c'était plus un risque d'ailleurs. C'était une réalité. Donc entre les approvisionnements qui ne venaient plus et la prise de conscience là aussi très forte et très globale, alors qui existait déjà, les sujets industrie, faire venir l'industrie, protéger l'industrie, relocaliser, enfin ça fait quand même un bout de temps que ça alimente le débat public, mais toujours de façon un peu évaporée. Là, la France Inter s'est rendu compte qu'on produisait plus de paracétamol et que tout ce qui avait pu se raconter, enfin on envoie la production plus loin, on garde l'intelligence, enfin voilà, tout ce qui a pu se faire dans les années 80-90, on était confronté à ces limites-là. Donc l'enjeu, ça a été sur les entreprises circulaires en fait qui avaient déjà pris de l'avance là-dessus. Elles ont évidemment été plus résilientes parce qu'au fond elles avaient déjà mené ce travail-là. Pour celles qui se lançaient, et c'est le cas de la plupart, globalement, dès qu'on parle économie circulaire, on parle gaspillage. Il y a à convaincre personne sur le papier. Moi, je connais personne qui est favorable au gaspillage. Enfin, en soi, personne pense qu'il faut gaspiller des ressources. Ça n'aurait pas de sens. Là, pour celles qui étaient engagées ou au démarrage, ou en tout cas qui posaient la question du modèle économique en face, ça a largement accéléré les prises de décision. Oui. Et par rapport à là, peut-être, en tout cas sur ce sujet, je finirai là-dessus. Moi, je me souviens, il y a déjà 10 ans, 15 ans, d'études qui sortaient sur industrie GPRH, avec en particulier les ambitions, les besoins en matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines, compte tenu des nouvelles normes environnementales qui étaient en train d'arriver. Donc, ça se disait déjà, l'automobile, il va y avoir l'électrification, va falloir des compétences différentes, les questions ressources, la question des batteries, la question formation hydrogène, le renforcement du recyclage, donc de compétences qui sont territorialisées. Ça a été pas mal dit dans les interventions précédentes et évidemment c'est essentiel. Ça veut dire qu'on est sur des logiques de territoire avec une prise en compte des spécificités du territoire. On parlait bassin d'emploi, la différence entre le Pays Basque et l'île. Si on parle, je sais pas, matériaux du bâtiment, il y a évidemment des grosses différences aussi entre le Pays Basque et l'île. Donc tout ça, il faut qu'on prenne en compte. Donc ces sujets-là qui ont été assez rabâchés, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de rapports, etc. En tout cas, l'impression qu'on a, nous, maintenant, c'est que l'accélération, elle est réelle et elle est mise en œuvre à l'endroit où ça doit se passer. C'est-à-dire dans les directions des ressources humaines, à la direction de la stratégie et de l'investissement qui se fait dessus. Et c'est plus seulement l'objet de colloques. C'est important les colloques, mais derrière, il faut que ça déroule. Ouais, mais justement, c'est ce que j'allais vous demander, si en termes de défis, justement, RH, de compétences et d'emploi, à l'heure de cette industrie circulaire, est-ce qu'on est en mesure d'enclencher? C'est-à-dire que, est-ce que dans les types de formations, les métiers attendus, etc., comment on est prêt, on va pouvoir faire face à ça? Lundi, on était sur une table ronde dédiée à la décarbonation de l'économie. Un peu en marge de la table aussi, on évoquait le fait qu'à un moment donné, on allait avoir besoin justement des métiers qui vont avec ces problématiques pour nourrir toute la chaîne de valeur d'une certaine manière d'une filière décarbonation et que ça va pas être simple, qu'on n'a pas forcément les formations, les personnes sur place. Donc
pour favoriser ce mouvement vers l'industrie circulaire? Est-ce qu'on a les moyens et les formations pour qu'on puisse aller vite, comme vous le préconisez d'ailleurs dans l'étude auprès des industriels? Alors, alors sur les formations, pas complètement. Après, ça a été dit aussi, la transformation, elle peut aussi se faire vite. Enfin, des gens formés et compétents, peut-être sur d'autres choses. Enfin, la transformation en termes de modèle, elle peut arriver assez rapidement. Il y a aussi un enjeu de nombre d'emplois et de destruction d'autres, hein, d'ailleurs. À chaque fois qu'on est sur des transformations, on l'a dit pour le numérique, ça crée de l'emploi, ça en détruisait aussi une bonne partie. Là, sur les questions, si je reste sur le sujet ressources, économie circulaire, il y a beaucoup de création d'emplois qui viennent avec, déjà parce que c'est fondamentalement une économie du PIB local. Donc, on est sur de l'emploi local et de la réorganisation de compétences. Donc, il y a surtout cette question qui est, on a toujours dit que c'était impossible de faire revenir une compétence qu'on avait perdue. Enfin, en tout cas, moi, je l'entends depuis 20 ans, 30 ans. Bon, bah, va bien falloir le faire. Et ça, on attend un peu de voir aussi comment les entreprises sont capables de s'engager sur ces questions-là. Euh, Ouais, concrètement, enfin bon, c'est un peu nul, hein, ma réponse, mais sur la partie, est-ce qu'on a les formations en adéquation? Euh, Probablement. On a les formations, elles se transforment très vite. On voit sur tout ce qui est formation technique, hein, parce que on va quand même avoir besoin de beaucoup de techniciens et d'ingénieurs, hein, pour transformer. Elles sont là. Après, encore faut-il qu'il y ait des gens qui aient vraiment envie d'y aller, parce que sur tous ces sujets-là, on est quand même en plein dans l'injonction contradictoire, hein, en permanence, et d'une part, au sein des entreprises, et aussi un discours, je pense en particulier les jeunes générations, où on nous explique qu'elles sont très engagées dans la transformation environnementale, etc. C'est vrai et c'est pas vrai à la fois. C'est-à-dire que si on prend par exemple sur le tri, ceux qui trient le moins, c'est les 18-34 ans. Donc, parfois, on a un petit peu le côté l'arbre qui cache la forêt. 3 unes de journaux, des jeunes qui sont engagés dans la transformation environnementale. Mais quand on leur pose la question quelle est la boîte qui le fait le plus rêver, c'est encore L'Oréal qui arrive en numéro 1. Donc voilà, il y a cette idée aussi et de comment par rapport à des ambitions qui sont fortes, qui sont mises en avant par des organisations de jeunes, enfin vraiment des choses de top, hein, qui sont en train de se passer en termes de transformation des normes sociales, comment derrière ça va dérouler. Et encore une fois, entre les bonnes intentions et ce qu'on voit vraiment, c'est encore pas si simple et pas si clair.